Même si l'origine du mot chaman nous vient de sociétés traditionnelles sibériennes, cette pratique de l'extase, ou plutôt de la transe, se retrouve dans tous les continents et est un phénomène universel, en réalité, lorsque on commence à chercher un peu les rituels et la forme de fonctionnement d'énormément de civilisations et de cultures. Les travaux actuels en anthropologie cognitive considèrent qu'il s'agit des pratiques qui exigent ou qui demandent d'obtenir un état de conscience modifié. C'est-à-dire de changer nos repères ordinaires, celles de tous les jours, je parlerai plus tard, pour élargir l'espace de la conscience et obtenir un état modifié de conscience. Je reviendrai. Mais c'est la base. C'est-à-dire comment grandir en conscience, en élargir nos perceptions, notre façon de voir le monde, nous-mêmes, pour ensuite comprendre, agir, etc. Il s'agit de percevoir et interagir avec un monde spirituel et canaliser des énergies transcendantes présentes dans différents plans de l'existence, avec un but très particulier qui est celui de servir la communauté et pas de se servir de la communauté. Je le dis tout de suite pour clarifier bien les postures qui sont indispensables, puisque la posture chamane est une posture de service. Et ne pas le comprendre, ça serait grave. Alors, il y a 2 ans, j'étais très surpris, en bien, en lisant le journal Le Monde, un article « Leçons de transe à l'université Paris 8 ». Et bon, moi j'ai continué l'article, bien sûr, à le lire. Et effectivement, il y a une première mondiale qui s'est produite en France, ce qui est quand même étonnant par rapport à ce type de sujet pour lesquels la France, par rapport à ma propre expérience, est relativement réfractaire. C'est un mot gentil. Hein? Oui, je vous l'assure, c'est un mot gentil. Et effectivement, il y a appel à des professionnels de santé, psychiatres, thérapeutes, médecins, etc., pour apprendre à élaborer en soi-même les conditions pour entrer en état de transe. Bon, sans faire les cours de chamanisme au complet, ni s'habiller, et jouer le tambour, etc. Mais pour comprendre les bases, et ceci m'a surpris fondamentalement au bien. Donc vous savez maintenant que l'université, après tant d'échanges et de difficultés, a compris que ce n'était pas du charlatanisme, ni quelque chose de bizarre, étrange, mais que les êtres humains, nous possédons une capacité d'élargir notre conscience et de nous transformer. C'est quand même un scoop. Au moins pour certains. Non, mais je suis positif. Et quand j'ai commencé mes études, mes investigations, et aussi à travailler avec certains groupes humains qui pratiquaient ce type des trans ou d'exercices, et il y a une 50aine d'années, ça n'a pas été simple. Okay? Et une chose qui m'avait alerté, ce qui m'a préoccupé toujours, c'était de comprendre l'iconographie des peuples dont on n'a pas l'histoire.
comme je suis né à Buenos Aires et j'ai travaillé aussi au Pérou, en Colombie, etc., et j'étais très fasciné par la forme des traitements d'images de ces peuples anciens, mais aussi contemporains. Et j'ai postulé à l'époque, j'ai fait mes investigations par une postulation qui était celle de dire « et si ces images n'étaient pas en train de relater un langage symbolique d'ordre chamanique et que finalement ce qu'ils étaient en train de nous transmettre, c'était leur vision du monde et peut-être avec les clés de la compréhension de cette symbolique chamanique et de ces itinéraires, on pourrait au moins déchiffrer une base du sens de ce qu'ils étaient en train de nous transmettre. C'était une de mes premières publications. À mon étonnement, ensuite, cette publication fut reprise par pas mal d'anthropologues en Amérique latine. Et bon, ça fait beaucoup d'amitié, etc. Donc, vous imaginez que lire il y a 2 ans, en pleine période de Covid, que la transe était possible en sciences, c'était un bon moment. Mais oui, donc simplement pour vous situer. Je ne prétends pas être un chaman, je dis tout de suite. Et la pratique qui s'est faite justement à la fac, c'est pour que chacun puisse se guérir. Hein. Et c'est pour ça qu'une école de philosophie est intéressée par tout cela. Et vous verrez qu'il y a énormément de passerelles pour nous. Une chose qui m'avait surpris aussi, et c'était les professeurs Biol, toujours à la fac. Je vais vous lire ce qu'il a dit. Pendant des décennies, on a considéré que la médecine se définissait par un apport extérieur à l'individu. C'est-à-dire, on donne des médicaments, on ouvre, on ferme, un apport extérieur. Et pour l'instant, beaucoup pensent la même chose. Aujourd'hui, 2021, on admet enfin que la personne possède des ressources lui permettant de réguler des processus par elle-même et qu'il est aussi du rôle du médecin et de la médecine de révéler à l'individu ses capacités enfouies. C'est-à-dire, en clair, chaque individu a un potentiel. En général, il ignore ses potentiels. D'abord parce qu'on l'a expliqué qu'il n'y avait pas de potentiel. Je tiens à vous signaler qu'au niveau anthropologique, l'humanité n'a pas fini son évolution. C'est un scoop aussi. On n'a pas fini. On ne sait pas si on va la finir, l'évolution. Mais je veux dire, l'évolution n'est pas finie. Et par conséquent, il y a un potentiel et des moyens intrinsèques aux individus et aux collectivités qui agissent ensemble, qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence collective, par exemple, de pouvoir atteindre des états de conscience et d'action largement différents ou supérieurs à ce qu'on peut imaginer, sans non plus rentrer dans des délires inutiles. Je voulais vous expliquer simplement que veut dire trans. Ça vient du latin transire. Jusque-là, tout va bien. Donc, l'idée centrale, c'est du trépas à la vie. Ce n'est pas de la vie à la mort. C'est ça qui est intéressant. La transition, le transport, le voyage, le transit, trans, c'est fait d'une mort à une autre vie. Bon, ceci veut dire beaucoup de choses. Ceci veut dire, si on est simplement socratique,
Mourir, par exemple, à l'ignorance, c'est une mort. Vous savez, quand on a cru quelque chose qu'on croyait que savoir et que c'était faux, et quand vous vous rendez compte vraiment que c'était faux, ça fait mal. Peut-être pas à vous, mais j'ai vu beaucoup d'expériences de cet ordre-là. Donc, mourir à ça, à ses idées, à ses préjugés, à des croyances, à des sentiments, etc., est déjà une épreuve importante. Donc, là, il y a le trépas. Et dans la méthode socratique, c'était le début de la question. Vous savez que Socrate, qui avait quand même certains pouvoirs ou qualités chamaniques, vous savez que pendant toute une journée après une grande bataille, les gars restaient immobiles comme ça, toute la journée. Donc, extatique. Avec des témoins, bon, il y a des textes là-dessus. Donc, le gars n'était pas que philosophe. Bon, c'était un philosophe qui vivait la vie autrement. Et donc, ce qu'il avait bien expliqué, c'était que c'est à partir de là qu'on peut commencer à dialoguer avec soi, en faisant le deuil de ce qu'on a cru être, ou de ce qu'on a cru que c'était. Et à partir de là, on peut commencer le dialogue, c'est-à-dire que deux intelligences peuvent se rencontrer, échanger, et tantôt avec soi, tantôt avec l'environnement et les autres. Donc, la philosophie commence. Vous voyez? Et la philosophie va amener la conscience jusqu'à la question qu'on ne peut pas résoudre avec la raison. C'est quoi la mort? Par exemple, question simple, hein? Qui reste un mystère. Et quand donc on arrive, en passant de l'ignorance à la philosophie au mystère, doivent s'enclencher une certaine intuition, une certaine captation des choses, un rapport au mystère. Et là, nous nous trouvons donc dans ce qu'on peut dire une vision un peu plus chamanique. Je reviendrai plus tard. C'est simplement pour vous rendre les choses accessibles que j'essaie de vous dire tout ça. Parce que sinon, on peut se perdre vraiment. Et j'aime pas trop les confusions. Donc, voilà l'histoire de la transe. Et dans toutes les initiations, pratiques évidemment, il faut apprendre à mourir à quelque chose pour pouvoir renaître à une autre dimension de conscience. C'est valable dans toutes les sociétés traditionnelles et encore aujourd'hui, comme je l'expliquais dans mon livre sur le sacré camouflé, en expliquant clairement que le sacré continue à fonctionner aujourd'hui malgré qu'il était mis dans les bords de la société. Bon, c'était pour clarifier. Quel est l'apport du fond? Qu'est-ce qu'apporte au fond le chamanisme? Et je vais vous donner la réponse d'un psychiatre connu, qui s'appelle Olivier Chambon, qui est français en plus. Il nous montre que notre conscience est beaucoup plus large que notre petit ego, que notre petit moi de tous les jours. Dans notre vie routinière, nous vivons dans un état rétréci de conscience. On est très analytique, on est en train de chercher le détail du truc, on calcule et le matin peut-être on a ouvert les yeux comme ça et après ça se ferme et c'est pas pour autant qu'on va s'endormir. Sinon qu'on devient obsédé répétitivement à propos de certains sujets sans pouvoir les couper. Et là, vous devez immédiatement comprendre que vous êtes en rétrécissement de conscience. Et que par conséquent, il sera très difficile de résoudre la question que vous vous posez. Parce que pour résoudre une question qu'on se pose, donc on n'a pas encore la réponse, il faut être ouvert. Donc il faut développer une certaine vision élargie. Vous voyez? Donc ce qu'il dit pour moi est très correct.
le chamanisme nous libère du brouillard mental, de nos soucis quotidiens et de notre obsession pour la réussite. Oui, parce qu'on veut beaucoup démontrer. Vous voyez, on est là pour démontrer à papa, à maman, à soi-même, à la copine, au copain, bon bref. Il y a tant de gens à qui il faut montrer que. Il nous éveille de ses rêves contemporains, c'est-à-dire il nous sort de la somnolence mécanique de notre société. Qu'on le veuille ou pas, la formule parisienne métro, boulot, dodo est réelle. Et elle fait beaucoup de mal, en réalité. Je n'ai rien contre les transports publics, je n'ai rien contre le travail, je vous dis tout de suite. Et je n'ai rien contre le sommeil non plus. Non, parce qu'après, il a dit qu'il ne voulait pas... Bon. Et c'est le point le plus important, dont il n'est pas l'unique à le dire, mais je trouvais que c'était bien pour un psychiatre de le dire. Il répond à un besoin de réenchanter nos vies et de se réanimer au sens de remettre de l'âme dans nos existences, d'exprimer notre essence profonde et de restaurer l'équilibre entre l'homme et la nature. Il nous aide à retrouver un lien spirituel avec la terre-mère pour nous guérir et comprendre le sens de nos vies ou pourquoi on est là. Bon, voilà, avec ça, vous avez presque tout. Hein. Ce qui me semble important dans ce qu'il a dit, c'est de retrouver un bout d'âme. Vous comprendrez l'importance. Et parfois, on parle avec des gens, et très savants, très bien, mais les yeux ne brillent pas. Il n'y a pas d'enthousiasme. Et il y a une partie d'eux-mêmes qui s'est envolée. Ses rêves, ses croyances, la confiance. On pourrait dire donc, comme un chaman, une partie de son âme qui s'est perdue quelque part. Vous voyez? Par contre, vous trouvez des gens qui ont un métier alpha et ils sont en train de faire des choses, des produits, par exemple, des sculptures ou une céramique qui ont de l'âme. Vous regardez cet objet et il rayonne. Et à côté, vous avez un autre dont on peut faire à peu près la même chose et c'est opaque. Donc nous sommes capables, ou pas, de transmettre une énergie, une certaine puissance aux choses, au-delà de la matérialité qui les constitue. Vous voyez? Et donc, le rôle du chaman dans ce cas, c'est d'aller chercher le bout d'âme qui était un peu perdu dans tel et le réintégrer dans son ordre global. Il faut récupérer quelque part une partie de nos âmes et parfois l'âme, tout simplement. L'âme, c'est une jolie chose au niveau de la définition parce que c'est ce qui anime. C'est un animateur. Âme, anima, ce qui met en mouvement, ce qui anime. Et si on est en mouvement, la vie circule. Et si on n'est pas en mouvement, que ce soit mental, affectif, physique, la vie n'a pas comment s'exprimer. Et la personne se rétrécit. Et par conséquent, souffre. Tout simplement, souffre. Et si les esprits et les âmes se rétrécissent et les gens commencent à souffrir, et il y aura la violence. Et physique, mentale, sur les autres, sur soi. C'est les maladies de l'âme. Bon, j'espère que vous comprenez toutes ces analogies facilement. Si il y a eu une révolution copernicienne,
il y a 5 siècles déjà. Vous savez, Copernic est arrivé à démontrer finalement que la Terre tournait autour du Soleil. Vous vous rappelez tout ça, hein? Que la Terre n'était pas plate, qu'il y avait une possibilité de voir le système solaire et l'univers autrement. Ça, maintenant, à peu près tout le monde l'accepte. Physiquement de l'extérieur. Mais la révolution copernicienne, du point de vue anthropologique humain, ne s'est pas produit. La conscience, en général, que nous possédons est plate, comme la Terre de Ptolémée. La conscience plate a une caractéristique. Elle ne peut pas rentrer en profondeur avec les choses. Elle reste en surface. C'est un énorme problème. En même temps, la conscience, en réalité, n'est pas plate, puisque, comme on vient de dire, elle peut s'élargir, elle peut rentrer en expansion. Elle est plutôt comme la Terre, une sphère. Et comme la Terre, notre conscience n'est pas le centre de tout. Notre conscience tourne autour de quelque chose de plus élevé qu'elle-même. Nous avons parfois l'intuition qu'il y a quelque chose de plus élevé que cette conscience quotidienne que nous avons. Et nous avons envie de nous transporter à ce niveau-là. Imaginez la Terre qui décide de se faire un voyage au Soleil, aux étoiles, c'est intéressant. Mais elle ne peut pas. Mais nous, oui. Nous pouvons voyager dans les mondes. Nous pouvons nous transporter où nous le souhaitons, parce que nous avons un immense pouvoir, l'imagination, qui est resté aussi au bord, au profit d'une hyper-rationalisation de notre société. Encore une fois, je n'ai rien contre la raison non plus. Je l'utilise en ce moment-là. Et mon plan de conférence et mes écrits l'ont démontré toujours. Mais la manière où nous utilisons notre raison a créé un paradigme pour l'Occident dans lequel la pensée analytique, celle qui découpe tout en tout, est reine. D'accord? Donc on voit des morceaux. Et on voit et on agit de manière fragmentaire. Et notre conscience devient fragmentaire. Vous voyez? C'est-à-dire, nous héritons d'une culture hyper performante pour des choses techniques et binaires, parce que c'est une logique de noir ou blanc, qu'on utilise tout le temps, y compris pour le langage, parce que je dois mettre un mot après l'autre. Sinon, ce serait une catastrophe. Et donc, elle est performante, elle est utile, mais elle ne correspond pas à la réalité. Oui, c'est étrange ce que je vous dis. Je vais essayer, comme d'habitude, je donne toujours le même exemple, dont certains le connaissent depuis 40 ans au moins, mais c'est pas grave. La question fondamentale, c'est quelle heure est-il dans la planète Terre? Donc, ici, il doit faire 8 heures et quelques. Oui, 20. Mais au pôle Nord, en Pologne ou en Amérique du Nord, à Buenos Aires, c'est pas la même heure. Donc, quelle heure fait-il dans la planète Terre? Tous les heures. Et là, notre raison analytique explose. Parce qu'elle a besoin d'un repère. Quelle heure? Quelle heure? Tous les heures. 24 heures. Alors là, disjonction. Paf! Parce que ça nous oblige à penser global. Intégrer les 24 heures, c'est-à-dire une journée. Pas comme un fragment, mais comme une réalité dynamique
où à tout moment, ça bouge et les heures ne s'arrêtent pas en plus. C'est extraordinaire. Oui, alors autre chose, je sais qu'il y a toute l'histoire du climat, mais malgré tout, fait-il froid ou chaud dans la planète Terre? Là, c'est pareil. Ben, j'ai des discussions parfois dans des continents différents, on me demande comment ça va à Paris, où j'habite. Bon, je dis, il fait chaud. Oh, chez moi, il fait froid, j'ai de la neige. Je dis, bon, mais tu vois, et on habite la même planète. Et simultanément. Donc, pour comprendre ces choses-là, qui sont la réalité, qui est la réalité, on ne peut pas utiliser le langage binaire. On est obligé d'utiliser un langage plus synthétique d'union des contraires, noir et blanc. Noir et blanc, chaud et froid, haut et bas. Et pour cela, il nous faut des images. Il nous faut une capacité de représentation par image, dans lesquelles on puisse intégrer l'ensemble de ces éléments-là. Et vous le savez, avec une image, on peut arriver à expliquer plusieurs choses en même temps. Et avec des mots, on est obligé de mettre un mot après l'autre. Et ces langages d'image ou de vision, dit un chaman, et ce qu'ils utilisent. Et c'est la base de leur système de représentation et de conception. Et si on veut faire aujourd'hui véritablement de la science, nous sommes obligés de faire pareil. Parce qu'il nous faut un système de représentation qui intègre les différentes parties dans une unité. Et ça s'appelle une vision holiste, dans laquelle l'ensemble, avec ses interactions, les parties, font un tout qui est supérieur à l'addition des parties. Nous, on est composé d'os, de muscles, de liquides, vous comprenez? Si vous prenez la composition chimique de tout ça, vous le mettez dans une baignoire et vous touillez, vous verrez que ça ne sortira pas un corps humain. Mais au niveau composition, ce sera pareil. C'est-à-dire, il manqueront toutes les interactions, tous les processus qui ont permis à cet ensemble de vivre tel qu'il est. Bien, je suis en train de vous expliquer, même si vous ne le croyez pas, la vision chamanique, dans laquelle toutes les composantes de la nature, du vivant, étant tout est vide, je dis bien, des pierres jusqu'aux êtres humains et ce que vous voulez, sont en interaction permanente. En apparence, maintenant, vous êtes assis, moi je suis debout, je parle, vous écoutez. Mais nous sommes en interaction. Parce que vous êtes en train de dire, qu'est-ce qu'il raconte? Il est fou. Autre va dire, non, c'est intéressant. Je comprends que dalle. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Et je vous vois, le pire. Vous ne voyez pas entre vous. Moi, je vous vois. Et vous êtes en train d'interagir. Et normalement, mon job de conférencier, c'est de faire ça. Sinon, au bout de maintenant, je parlais 15-20 minutes, vous êtes tous partis, quoi. Et ça serait correct. Bien. Les chamans est un maître du désordre. Il y a eu une exposition au Quai Branly il y a une petite douzaine d'années qui s'appelait Les Maîtres du désordre. Si un jour vous pouvez par Amazon ou autre trouver le catalogue, parce que l'exposition, bye bye, c'était une des plus importantes expositions sur la question du chaman qui se sont faites en France et dans le monde par rapport à ce que j'ai vu. Les Maîtres du désordre. Et là, ils ont très bien expliqué que c'est un maître du désordre qui est censé apporter un nouvel équilibre des forces pour revenir à l'harmonie. Au niveau de la santé, de la société, c'est un régulateur entre ordre et désordre. Sa mission principale, c'est gérer l'aléatoire.
et de faire comprendre à la société, aux gens, qu'il y a beaucoup d'aléatoires dans la vie. Si vous faites de la physique quantique, vous verrez qu'ils vous diront que c'est vrai. Mais c'est pareil que pour l'histoire de Copernic. On sait beaucoup de choses aujourd'hui en physique quantique, mais on ne l'adapte pas à la société, ni à la compréhension de la vie, ni du monde, vous comprenez? Donc, on sait plein de choses, mais on est coupé de ces réalités. Donc, on ne les intègre pas. Et par conséquent, notre vision des choses, globalement, n'a pas changé depuis des siècles. Et comme petit à petit, toutes les langues des croyances au progrès, à la machine, à la technique, etc., s'est effiloché doucement, mais n'a pas été remplacé par quelque chose pour réenchanter les cœurs, la vie, etc., bon, ça commence à être dur. Et ce vieux paradigme est en crise aujourd'hui. Et ça s'est traduit par les crises des sociétés que nous avons. Je ne vais pas m'étendre. Bien que. Si aujourd'hui cette question est importante, et qu'il y a du monde même pour cette conférence, c'est qu'il y a une quête profonde qui réponde à trouver des réponses au désenchantement du monde, à l'angoisse générée par plusieurs crises. Parce qu'il y a plusieurs crises, et nous sommes en crise systémique en ce moment-là. Soyez tranquilles. Soyez tranquilles. L'humanité a déjà vécu des situations de crise systémique. Crise systémique, ça veut dire qu'il n'y a pas une crise. Soyez tranquilles. Hein? Je vous rassure. Il n'y a pas qu'une crise sociale, qu'une crise économique. Non, il y a une crise écologique. Et vous voyez ce que je veux dire? Il y a plusieurs crises, sanitaires aussi. On a vécu le Covid, il y a l'éco-anxiété maintenant. Bon, il y a plein de monde. La crise est une opportunité. Ça déstabilise, évidemment, mais elle est nécessaire du point de vue chamanique. Il ne s'agit pas de vous obliger à être en crise. Vous n'avez pas besoin. Vous comprenez? Parce que quand on rentre véritablement en crise, quand les réponses qu'on a cru pouvoir résoudre les problèmes qu'on a ne s'appliquent plus, alors on est en crise. Vous comprenez? Parce que les mots, les plans, les solutions, on essaie de les appliquer, et dit avant ça marchait, ça ne marche plus. Donc c'est une alerte, la crise, pour nous dire, bon, il faudrait quand même changer. Il faut se modifier. Il faut transformer les choses. Vous voyez, donc la crise en soi n'est pas mauvaise. Ce qui est mauvais, c'est de dire, non, il n'y a pas de crise. D'imaginer qu'avec les anciens paradigmes, les anciennes solutions, on peut résoudre la question d'aujourd'hui. Parce que les questions d'aujourd'hui répondent à des nouvelles questions, de nouveaux défis, etc. C'est pour ça l'école de philosophie, pour que les gens comprennent, vous savez, les choses changent, il faut réfléchir autrement, il faut modifier. Il ne faut pas penser, au contraire, il faut pouvoir penser autrement. Parce que les êtres humains sont créatifs. Nous sommes confiants là-dessus. Ils sont créatifs, vraiment créatifs. On a su s'adapter à plein de choses. Je vous assure. Donc, pourquoi pas cette fois-ci aussi? Mais ceci implique mourir à quelque chose, comme je vous l'ai dit, et naître à autre chose. Les gens cherchent une connexion revitalisée avec le vivant pour établir un lien dans une dimension plus sensible, et aussi le sacré et la nature qui ont été mises de côté. Quand je dis sacré, tous les mots sont de la dynamite ici, mais il faut que j'explique. Excusez-moi, c'est un dictionnaire. Et c'est les profs, vous savez. Et quand on dit sacré, les gens pensent religion. C'est vrai que la religion administre et gère le sacré aussi.
Mais le sacré est une dimension de la conscience qui nous permet de voir autrement. Le sacré est défini anthropologiquement par le tout autre. C'est qui est distinct de ce dont on a l'habitude et qui est tellement différent qu'il doit être sauvegardé. Le sacré dans une société, parce que vous avez certainement étudié peut-être d'autres sociétés que la contemporaine, toute société a considéré qu'il y avait des choses sacrées, c'est-à-dire des choses qu'il ne fallait pas toucher. Vous voyez ce que je veux... Peu importe, alpha, bêta. Un arbre, une personne, une pierre, une institution sacrée, c'est-à-dire on ne touche pas. On ne peut pas violenter cet aspect-là, ou cette chose-là. Et donc, ça exige un respect, ça exige une dimension d'élévation, ça exige une façon codée de rentrer en contact avec ceci. Donc, comme l'a très bien expliqué Eliade, merci Eliade, déjà à son époque, le sacré n'est pas une étape de l'histoire humaine, mais une fonction de la conscience humaine qui nous permet de voir des choses qui nous dépassent ou qui sont autres de ce que nous voyons dans les apparences. Et aucune religion peut s'emparer et dire c'est moi qui détiens le sacré, parce que le sacré est dans la constitution de l'être humain. Pour qu'on se comprenne bien. Et les religions sont l'aspect sociologique qui ont parti à gérer ça, etc. Dans certaines civilisations, dans certains moments de l'histoire. Pas toujours. Pas toujours. Mais bon, ce n'est pas le moment de développer là-dessus. Donc, le sacré a plusieurs fonctions. Le mythe, qui est un récit de comment les choses sont venues à l'origine et à la vie. Les symboles, qui est la grammaire mythique, c'est-à-dire on s'exprime symboliquement. Un symbole a un contenu, un contenant, c'est-à-dire que quand on s'exprime symboliquement, ce qu'on est en train de montrer n'est pas forcément le sujet. Si j'apporte à quelqu'un qui connaît, je ne sais pas, ma mère, mon épouse, une rose, je ne suis pas en train d'acheter une rose pour elle, ou je suis en train d'exprimer quelque chose à travers la rose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un symbole, c'est un geste symbolique que je suis en train de faire, qui permet d'éviter plein de discours. C'est pareil, si je piétine la rose qu'on lui a donnée, je m'acharne, c'est aussi un symbole, vous voyez? Pas exactement la même chose. D'où l'ambivalence du symbole. Le feu sert à exprimer la lumière, la clarté, la sagesse, la liberté, bon bref, mais aussi la passion, la destruction. Donc, ça bouge, le monde symbolique. Et si on ne sait pas gérer le monde symbolique, on ne peut pas expliquer ensuite rationnellement. La question est que s'il y a un désarroi, il faut trouver le récit et les symboles qui permettent d'apaiser le désarroi et de le représenter. Ensuite, on va s'expliquer plus clairement. Si vous voulez apaiser, vous ne voulez pas apaiser, commencez à expliquer logiquement le truc. Et donner les statistiques, donner les récits bien froids, bien distants, et vous verrez ce que ça va produire. Plus de douleur, plus de violence. Bon, à vous de réfléchir. Hein. Et enfin, autre fonction du sacré, c'est le rite, les cérémonies, les célébrations. Parce qu'une société qui ne sait pas faire la fête est morte. Ah oui, parce que sans fête, on ne sort pas du quotidien. La vie ordinaire,
n'est pas toujours festive pour tout le monde, ok? Mais quand il y avait le bal de tel moment, ou etc., bon, ben, ça permet de rompre les codes et de sortir de ce qu'on fait habituellement et de la mécanicité. Et paradoxalement, il y a un point commun avec le chamanisme dans la fête, la danse. Oui, la danse, ce n'est pas simplement tourner en rond, mais suivre un rythme avec le corps. Donc, c'est le corps l'instrument, dans ces cas-là, qui commence à vivre à partir d'un rythme particulier. Et comme ça, parfois, les gens disent « Oh, je n'ai plus pensé à rien » ou « Je me suis transporté je ne sais pas où ». Qu'est-ce que tu faisais? Je dansais. C'est beau, non? Ça nous manque. Bon, restez calme. Hein? Mais bon, un jour, on verra comment pratiquer tout ça en même temps. Donc, vous comprenez que le chamanisme intègre l'aspect physique, psychique, spirituel, puisque c'est une vision holiste de l'existence. Pour réussir dans leur entreprise, les chamans, maîtres du désordre, ont dû faire l'expérience du désordre plus profond de leur chair. On ne peut pas être initié chaman sans vivre soi-même son propre désordre et le canaliser et l'harmoniser. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas le faire. Parce qu'il faut être très aguerri pour rester centré au cœur de son chaos. Mais dites pas qu'il y a un peu de chaos chez vous, parce que je vous assure que tout le monde a un peu de chaos. Hein. Mais l'idée centrale est très simple. Et il y a ordre désordre dans la vie, et ça fait partie de la vie, parce qu'il y a vie et mort, parce que tout se transforme, et parce que le désordre permet d'annoncer de nouvelles choses. Vous comprenez que l'ordre peut devenir rigide, donc il faut l'assouplir. Vous comprenez? Il n'y a pas ordre seul, il n'y a pas désordre seul. Ce n'est pas le chaos, le désordre. Le chaos est initial. Quand il y a le chaos, c'est le début de quelque chose dans lequel sortira un ordre. Mais cet ordre sort avec un compagnon ou une compagne qui s'appelle désordre. Dans un couple, il faut savoir qui de deux fait ça. Et il faut accepter l'harmonie des contraires. Oui. Toute cette vision va au-delà de simplement les grands spécialistes de la danse. C'est une vision du monde. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Donc, et c'est pour ça que dans les récits des chamans, il y a des maladies, terribles maladies, des souffrances incroyables, et des rêves atroces, des luttes contre des démons, des esprits, etc., des sentiments d'être dépecés corporellement, d'être en morceaux, carrément en morceaux, et remontés. Les chamans s'en sortent, hein. Vous, tranquille. Mais ça veut dire qu'ils sont en train de vivre un réaconditionnement de leur nature. Mais ça exige un grand entraînement et des années. Pour avoir une transe, non. Pour être chaman, oui. Comprenez ce que j'essaie de vous expliquer. Ce n'est pas la même chose. S'il vous plaît, ce n'est pas la même chose. Bon. Disons donc que c'est une vision multidimensionnelle et je crois que je vous ai suffisamment embêté pour l'introduction du concept parce que je voulais être clair sur ce point-là. Alors, j'ai une amie anthropologue et argentine, mais qui se balade en ce moment-là en Espagne, qui est une grande experte et du chamanisme et du langage symbolique
des chamans, c'est elle qui m'avait contacté quand j'avais des cheveux pour me demander si j'avais écrit ce que j'avais écrit. Et elle a beaucoup, beaucoup travaillé en Amérique du Sud, en contact, et travaillant vraiment très sérieusement. Et elle vient d'écrire un livre qui est édité maintenant en Espagne, qui est en train de présenter, inventant un mot qui m'a beaucoup plu, que je vais essayer de vous vendre, qui s'appelle la chamanité. C'est-à-dire que, bon, chaman, tout le monde non, mais on peut partager de la chamanité, c'est-à-dire une vision du monde, des valeurs et la compréhension de certaines choses. Et cette chamanité a comme objectif de retrouver l'âme et l'essence du sacré par l'expansion de la conscience. C'est-à-dire de nous retrouver par rapport aux principes qui nous animent en acceptant d'élargir notre manière d'être au monde. Vous voyez? Je trouve bien. Et elle attire l'attention sur les blessures de l'Occident qui sont nées par la rupture des liens. Et on a rompu des liens avec beaucoup de monde. Hein. Déjà avec la nature, vous le savez, mais comme vous le savez aussi avec la féminité, avec beaucoup d'autres choses. On a cassé des liens et il faut reconstituer les liens. Donc, il faut renouer avec la subjectivité, avec le symbolique, avec la quête de la connaissance de soi. Parce qu'on on s'est cassé de vouloir nous connaître. Beaucoup de gens, dans les cours à l'école de philosophie, quand on commence à aller un peu plus loin pour entrer en profondeur avec soi, pas avec les autres déjà, parce qu'il faut déjà rentrer en profondeur avec soi, et d'accepter de voir qui nous sommes, ont peur. Ont peur. Parce que les êtres humains ont peur de l'inconnu. Mais en réalité, c'est parce que les êtres humains ont été capables, malgré la peur de l'inconnu, d'en faire face et de nous lancer à l'aventure de l'inconnu, que nous avons peuplé la Terre. Eh oui, on a fait le tour du monde, qu'on a inventé des choses, qu'on a créé des civilisations et qu'on s'est dépassé soi-même aussi. Parce qu'on est allé plus loin et on a pu développer notre propre potentiel. La peur en soi n'est pas mauvaise, c'est une alerte. Donc, si on est en alerte pendant l'inconnu, et on avance calmement dans l'exploration de ce qu'on ne connaît pas, il n'y a pas de raison de paniquer. Et bon, c'est un peu ce qu'elle essaie d'expliquer, de sortir de cette vision empirique, matérialiste, scientiste de la réalité. L'art chamanique, et on verra quelque chose après, en tant que langage symbolique, apporte du sens, mais plutôt est une esthétique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour comprendre ces images, il faut accepter un changement de son propre paradigme personnel. Sans rentrer en détail, je vous explique. Plusieurs fois, parce que l'esthétique est importante pour chaque être humain, le beau. Bon. Il est intéressant de se promener dans une pinacothèque des grands maîtres peintres, peu importe quelle époque, il y a toujours des génies partout, et d'essayer de voir le tableau au-delà de ce qu'on voit. Et de trouver une distance, un point de vue dans lequel le tableau rentre complètement en nous. Essayez de faire l'expérience. C'est pas forcément, ou la sculpture, hein, c'est égal. C'est pas forcément qu'on est face. Ça peut être de côté, parfois en bas. Là, nous verrons ce qu'a vu l'artiste. C'est-à-dire, ce qu'il a vu dans sa propre transe. Et qu'il a reproduit ensuite avec ses pinceaux,
son crayon, peu importe. Là, vous avez une expérience de chamanité. Voir autre, voir au-delà de l'apparence. Imaginez plus tard de vous mettre face à face de vous-même et de trouver l'angle qui vous permette de vous rencontrer et de vous intégrer à vous-même. C'est chouette, hein? Vous voyez, c'est le même. Et si on fait la même chose avec autrui, on rentrerait dans une relation plus naturelle, plus profonde et plus ouverte. C'est de ça donc qu'on est en train de parler. Et c'est accessible. Ce que nous devons comprendre, c'est que ces images, ces représentations ont une conception énergétique. C'est de l'énergie devenue corpusculaire, c'est-à-dire dure. Bon, vous savez bien, oui, hein, qu'aujourd'hui on accepte parfaitement que la substance, toute substance, est composée d'énergie et de corpuscules matériels, entre guillemets, ou d'une masse. D'accord? Le problème, c'est que nous sommes trop dans le dur. Et le pire, c'est qu'on croit que ce truc qui est dur. Mais en réalité, il y a plein d'espace entre les atomes ici, et il y a même des atomes qui sont en train d'être là, là et là et là, qui sont en train de me toucher l'estomac. Et ça, pour nous, non, mais oui, c'est comme ça. Donc, si on se place du côté de l'énergie, on verrait la puissance de chaque chose. Parce que quand les choses deviennent objets, ça y est, ils sont limités. Réfléchissez à la question. C'est pour ça que je dis, le paradigme quantique n'est pas résolu. Mais c'est intéressant de comprendre que derrière les choses matérielles, que tout élément matériel est une objectivation d'un élément énergétique. Et par conséquent, on peut aller de ce qui est limité vers ce qui est illimité. Enfin, de notre point de vue au moins. De ce qui est visible vers ce qui est invisible. C'est ça le produit de la transe. C'est ça le produit de l'extase. Bien. Donc, on peut dire que cet état est un état visionnaire, et aussi l'idée que tout est animé, comme a été dit tout à l'heure, que tout est vie. Passons au chaman proprement dit maintenant. Il est un médiateur entre les êtres humains, la société et les autres mondes qui peuvent être catalogués d'esprits ou de divinités. Il pratique les voyages spirituels ou le vol mystique. Ceci est toujours attesté par des hommes-oiseaux, des arbres qui représentent l'axe du monde, qu'on va escalader, qui vont aller au-delà des limites, etc. Mais en réalité, c'est un art de la transformation. Le chaman se transforme. Il a besoin de se transformer pour communiquer. Si on était des acteurs, pas des chamans encore, mais simplement un acteur, a besoin de s'égrimer. Je ne sais pas si vous savez. À un moment donné, il va se transformer pour jouer le personnage. Il va incarner une forme qui n'est pas lui. Mais en pénétrant dans le personnage et dans cette forme, il apporte une énergie et une communication qui permettent de rentrer en contact avec le public, avec les choses, etc. Donc, communiquer, le chaman le fait par la transformation.
il y a trois grandes figures de transformation. Oui, comme ça. Il y a l'homme volant, qui permet la relation avec le monde en haut, donc l'envolée céleste. Donc on va voir des symboles d'oiseaux, des chauves-souris, de soleil, des lumières, parce que l'envol vers le haut est cherché pour obtenir une connaissance, un savoir, pour guérir, pour un oracle, pour traiter une situation. Disons, on se pose des questions et on monte. Si on se pose des questions, et c'est bien, il faut s'élever. Il faut pouvoir monter au-dessus. En même temps, donc, c'est obtenir un message. Et donc, vous avez ces différentes forces célestes qui apparaîtront comme des messagers et sur des formes en général, des symboles en rapport à l'oiseau ou un volatile. Pour communiquer avec le monde intermédiaire, ici, le monde de la nature et des êtres humains, une des formules fondamentales, c'est l'homme félin. Et en Amérique du Sud, c'est l'homme jaguar, par exemple, par excellence. Et le jaguar, en Amérique, c'est le sommet de la pyramide écologique. C'est-à-dire, il mange tout, mais personne ne peut le manger, ok? Donc, c'est le sommet de la puissance et de l'énergie. Donc, le chef de la tribu va voir une peau de jaguar et il va s'asseoir sur une peau de jaguar. Il a maîtrisé, il est sur la pyramide écologique. Pour donner un exemple simple, les félins ont la vision nocturne, donc ils voient dans l'invisible, entre guillemets, dans la nuit, et ils peuvent dominer les forces telluriques et vitales. C'est des chasseurs nocturnes, qui possèdent le pouvoir. Ça, c'est pour le monde intermédiaire. Et pour le monde en bas, le monde souterrain, apparaît l'homme serpent. Ça peut être aussi un crocodile ou des choses équivalentes, c'est-à-dire en général des reptiles qui sont capables de nager et de plonger. Ils sont dans la surface de l'eau, ils peuvent arriver à la terre, mais surtout leur puissance, c'est de plonger et de revenir. Ça permettra d'aller vers l'au-delà, d'aller vers le monde des morts et de la destinée, et notamment des ancêtres. Donc avec ces trois figures, vous avez la base. Homme volant, homme félin, homme serpent, croco, etc. Avec le monde céleste, le monde quotidien, bon, plus ou moins, et le monde invisible de l'au-delà. Et tout ce qui est aussi la fécondité, parce qu'il vient de l'au-delà, la fécondité, de sous terre, etc. Et bon, mais c'est un circuit. Donc, le chaman est censé se transformer et rentrer dans ses extases en contact avec ses forces et gérer la médiation. Gérer la médiation. Il y a deux sortes des lignées chamaniques. Je vous explique rapidement. Vous avez celle des chasseurs-cueilleurs, pour résumer, ou des chasseurs, qui sont des communautés égalitaires, grosso modo, dans lesquelles, effectivement, les lieux de transformation sont surtout les formes animales dont je viens de vous parler. C'est très courant en Amérique. Mais il y a l'autre lignée dans laquelle ce sont les ancêtres qui donnent la puissance. Et ça crée donc une société plus hiérarchisée, puisque l'ancêtre est au-dessus de ceux qui vivent
ici. Et ça donne une lignée. Et donc ça va donner une lignée des maîtres-disciples, par exemple, des transmissions. Ça donne des lignées de transmission. Et ça vient le fait de partager une ancestralité commune. Dans certains cas, il peut y avoir un mixte. Mais je voulais simplement l'expliquer. Et l'autre chose que je voulais expliquer avant de vous soumettre aux images et tout ça, c'est vous avez deux voies pour entrer dans la transe et la transformation. La voie, entre guillemets, la plus importante, et c'est la voie du tambour. Le tambour, en tant qu'instrument, va donner petit à petit le rythme pour la fameuse danse. Parce qu'on danse en Sibérie, on danse en Amérique, on danse partout. Hein. Ce sont des danses répétitives dans lesquelles on perd conscience du corps en tant que tel et on se transforme dans la vision ou dans l'image de ce qu'on souhaite pour pouvoir échanger avec surtout les forces du désordre. D'accord ? Je m'expliquerai tout à l'heure là-dessus. Et trouver une médiation. Parce qu'on ne peut pas gagner sur les forces du désordre. Il faut trouver un équilibre. Donc c'est ce que j'appelle la voix du tambour, qui est l'instrument par excellence des chamans. Bon, il y a d'autres instruments, mais c'est surtout le tambour. Et vous avez effectivement, en Amérique, mais pas en Sibérie, l'utilisation des psychotropes. C'est-à-dire des substances chimiques qui peuvent altérer la conscience et qui permettent de faciliter l'état des transes. Mais je répète, les chamans d'Asie n'utilisent pas des psychotropes. Et l'idée centrale à la fac de Paris 8, c'est que ce n'est pas nécessaire de les utiliser pour entrer en transe. Et je l'ai vu, je peux témoigner, parce que j'ai participé, on n'en a pas besoin. Mais si c'est le cas, comme dans les sociétés certaines sociétés traditionnelles, en Colombie, au Pérou, etc., il faut d'abord préparer l'individu à cette utilisation, qui est très dosée, très précise, pour que se comprenne rapidement. C'est-à-dire, c'est pas bon, je fumais que je ne sais pas quoi. Non, c'est pas ça. On prépare l'individu et il est suivi d'un maître, chaman, que le guide. Donc jamais seul. Je dis ça parce qu'après, avec le tourisme chamanique et la consommation et tout ça, tout le monde a dit, bon, je suis chaman, je m'éclate. Non, c'est pas ça. Bon, je savais que j'allais pas être populaire en disant tout ça. Mais bon, je dois le dire. Je dois l'expliquer. D'accord ? Donc, le problème des forces du désordre, c'est qu'elles sont difficiles à être représentées. Ils sont irreprésentables. Et c'est pour ça qu'apparaissent tous ces dessins, tous ces démons, tous ces serpents, tous ces êtres bizarres. Quand les gens ont peur, il faut leur montrer quelque chose. Et donc, si vous dites la menace que tu sens, le diablotin qui t'embête a telle forme, touche. On va le vaincre. Vous venez de gagner la moitié de la bataille. Donc, quand il y a angoisse, il faut pouvoir représenter par un symbole, par une statuette, par un fil, par n'importe quoi. Ça devient compréhensible, ça devient visible. Allégoriquement parlant, je veux dire. Et tout le costume du chaman va les représenter.
pour pouvoir les apprivoiser et en échanger. Donc, c'était important de comprendre ceci. Et comprendre qu'il n'y a pas d'ordre parfait, qu'il y a un équilibre très fragile dans le monde, dans nos santé, dans nos vies, etc. Et par conséquent, bien calibrer les rapports à la vie. À l'ordre gouverné par la raison, les forces du désordre introduisent la confusion. Dès l'ordonnance des codes et des conditions des êtres, ils échappent aux cadres sociaux. Je vous dis tout de suite, à part ça on est en train de le vivre, hein, je vous dis tout de suite. Si, ce n'est pas une blague, vous réfléchirez après. Parce que quand il y a des grandes forces du désordre, ça implique, peu importe l'époque, qu'il y a une fermeture des systèmes. Que les systèmes, soit de l'individu, sa personnalité, son caractère, il est devenu très borné, très fermé, ou que la société est en train de se fermer. Et plus elle se ferme, plus les forces du désordre profitent pour dire « Bonjour, on est là ». Alors, je sais que nous avons nos forces de l'ordre. Non, mais c'est intéressant. Une minute au moins. Mais ils ne sont pas toujours chamaniques. Voilà. Mais je vais dire que les pauvres, c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est une mission presque impossible. Et qu'il faut donc travailler totalement autrement. Et moi, là, je n'ai pas de conseils à donner, je suis simplement un professeur.